Rebonjour à toutes et à tous. On va reprendre avec notre prochaine table ronde qui s'intitule Archives et recréation, favoriser de nouveaux contextes de réutilisation en collaboration avec les artistes et citoyennes. Pour modérer cette table ronde, je vais accueillir ma collègue Véronique Boilard. Je vais te laisser te présenter brièvement, Véronique. Bonjour tout le monde, moi c'est Véronique Boilard, je suis technicienne en muséologie au catalogage des collections ici à la Cinémathèque québécoise. Donc mon rôle c'est de documenter les collections, puis c'est ça, donc d'aider les gens en fait à les découvrir aussi, avec mon collègue David qui est à la médiathèque et puis mon collègue Maxime aussi qui catalogue avec moi. Donc je vais participer à cette table ronde avec vous et je te redonne la parole, Julia. Donc je vais accueillir nos invités. J'accueille Kimura Biol Lemoine, donc artiste indépendante, à venir nous rejoindre. Brian Virostek, que j'ai présenté un peu tout à l'heure, mais qui est artiste indépendant et responsable du traitement des films à la Cinémathèque. Et j'accueille Anaëlle Winand, qui est chercheuse en postdoctorat donc à l'Université de Laval. Allez-y, installez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va vous demander de vous présenter pour vos fonctions, pourquoi vous vous intéressez à la réutilisation. Donc je vous laisse vous présenter. Allô, je m'appelle Kimura Biol Lemoine et si vous cherchez sur Wikipédia, il y a 4-5 noms qui viennent avec aussi, donc Nathalie Lemoine, Cho Mihi et puis Kim Po-Kim. Donc si vous faites des recherches justement, la date de naissance change aussi, donc vous ne me trouverez jamais. C'est bien, c'est parce que je suis incognito, je suis une asiatique anonyme. Et donc voilà, je suis artiste autodidacte, indépendant, représenté par le GIF qui me distribue ici à Montréal et dans le monde, à part la France pour certains films, de mes premiers films, avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Sinon, mis à part ça, je fais des films comme des petits coups de poing quand je m'ennuie. J'en ai plus ou moins une trentaine, quarantaine de vidéos qui sont sur Vimeo. J'ai commencé avec le Super 8 il y a 32 ans, en 1980, 34 ans déjà. En 1988, ce qui m'a mené à une carrière, je dirais, multidisciplinaire, parce que j'ai commencé avec le Super 8, j'ai arrêté pendant 20 ans et puis j'ai repris quand j'étais ici à Montréal la vidéo. Et depuis, je fonctionne parce que c'est plus économiquement facile et moins, je dirais, cher de faire ces vidéos. Donc, pour l'utilisation des archives, j'utilise des archives qui sont personnelles, mais aussi des archives médiatiques de la culture pop. Mais j'utilise aussi beaucoup d'archives audio que je download de YouTube et que je sépare de l'image pour recréer une nouvelle histoire. Donc ça, c'est un peu mon travail. Les hashtags qui iraient avec mon travail seraient immigration, queerness, intersectionnalité, québécois, mais les gens ne me voient pas encore comme québécoise. Donc, mais je pense que je suis depuis 17 ans maintenant presque. Donc à partir de à quel moment je fais du cinéma québécois ou pas, ça fait seulement quelques années que j'ai été acceptée au rendez-vous du cinéma québécois pour un film qui a été fait ici. Donc ça faisait quand même 15 ans qu'on l'en faisait. Donc voilà, c'est ça un peu ma réalité. Je passe la parole à ma collègue belgo-canadienne aussi. On partage ça aussi, la belgo-canaditude ou québéquitude. Bonjour, je m'appelle Anaëlle Winand, je suis stagiaire postdoctorale auprès du département des sciences historiques à l'université Laval à Québec. Dans le cadre de mon postdoctorat, je travaille sur les archives de communauté, les pratiques alternatives d'archivage. Je suis archiviste de formation et de profession. Je pense que j'ai été invitée à intervenir sur cette table ronde parce que j'ai un doctorat en archivistique qui parlait de l'exploitation des archives dans le cadre du cinéma de réemploi et de la vidéo de réemploi.
dans le cadre duquel je travaillais véritablement sur l'utilisation des archives par les cinéastes et vidéastes de réemploi et en quoi ces pratiques peuvent interroger nos pratiques archivistiques, nos principes archivistiques, nos théories, ou voire même les remettre en question. Dans ce cadre-là, j'ai travaillé sur différentes notions qui pourront peut-être résonner avec les discussions qu'on a aujourd'hui. Je parle d'inarchivé, d'inarchivable, d'absence, d'invisible et d'interdit. Et tout ça pour parler de manière plus générale des impensés de l'archivistique, c'est-à-dire toutes ces angles morts, tous ces zones d'ombre de l'archivistique auxquelles on ne pense pas forcément quand on est archiviste, mais que l'exploitation des archives peuvent nous apprendre, en tout cas jeter une lumière sur nos pratiques. Brian, je t'en prie. Je m'appelle Brian Virostek et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, de parler avec vous et vous. Je suis cinéaste et aussi j'ai fait des installations vidéo aussi, des fois avec les images que moi je tourne avec une caméra, mais depuis mon bac à Concordia aussi avec des images que j'ai trouvées. Pendant ma maîtrise, aussi à Concordia, j'ai commencé à travailler avec leur archive de films, mais peut-être qui est plutôt une collection. Et c'était pendant cette période aussi que mes idées de réutilisation a trouvé au travers le travail quotidien avec le matériel devant moi et dans mes mains. Et cet processus de création a aussi évalué pendant ce tournant. Le dernier projet était quelque chose de recherche plus formel et collaboratif, mais j'ai commencé avec un processus plus personnel et individuel. Oui. Merci. Merci beaucoup. En fait, cette table ronde vise justement, comme vous l'avez peut-être compris, avec les expertises donc assez différentes de nos intervenants aujourd'hui, que c'est l'idée vraiment de pouvoir construire une réflexion sur la réutilisation dans un contexte aussi institutionnel, puisque comme je vous avais expliqué ce matin, donc le projet cherche vraiment à travailler sur cette notion d'exploitation des archives. Donc on va voir en fait, par exemple avec Anaëlle justement, quelles ont été ses recherches, ses découvertes sur l'exploitation. Je sais que c'était un travail collectif aussi avec Yvon Lemay et Anne Klein. Donc on va pouvoir en parler un petit peu plus précisément. Puis on va faire aussi un échange avec Kimura et Brian qui ont une pratique de terrain et qui travaillent aussi avec des institutions pour réutiliser des archives. Donc la table ronde va vraiment relever de ces expertises-là, de ces spécificités. J'aimerais donc, pour commencer, qu'on s'arrête déjà sur le terme, parce que c'est un terme qui peut poser des questions dans la mesure où il y a différents termes en fait, pour parler de la réutilisation en fait, artistique. Donc, par exemple, tu nommais, Anaëlle, l'exploitation artistique, il y a aussi le réemploi, et donc je voulais peut-être, dans un premier temps, vous interroger là-dessus. Peut-être d'un point de vue théorique pour commencer, donc qu'est-ce que vous appelez, donc, par exemple avec le groupe de recherche exploitation artistique. Moi je me suis permise de prendre une citation donc, de Simon-Olivier Côté-Lapointe qui travaille avec vous donc, dans ce groupe de recherche et qui avait donné donc, une définition de la réutilisation qui se rapproche, à mon sens, donc, de l'idée d'exploitation. Mais donc, Anaëlle, j'aimerais bien, premièrement, t'entendre peut-être sur quelles ont été vos recherches en fait, sur l'exploitation. Et ensuite, peut-être aussi du point de vue de vous en tant qu'artiste, donc Kimura et Brian, comment appelez-vous cette pratique-là? Est-ce que c'est de la réutilisation? Est-ce que c'est du réemploi? Il y a différents termes, donc je voudrais bien vous entendre après. Ok, alors je vais commencer. Préparez-vous pour la minute archivistique, accrochez-vous. Ça ne va pas être long et ça ne va pas être douloureux, je vous promets. Donc l'exploitation des archives, c'est un concept qui a été développé. C'est l'exploitation des archives, donc on ne parle pas d'exploitation forcément archivistique, on parle de toutes sortes d'exploitation en général des archives.
C'est un concept qui a été développé au départ par Yvon Lemay et Anne Klein dans leurs recherches qui, incidemment, traitaient de l'utilisation des archives par les artistes de manière très générale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en archivistique, et je parlais ici notamment de l'archivistique québécoise, parce que c'est vraiment très particulier au Québec, on a une archivistique qui s'est formée en tant que discipline et qui est très, très présente ici, c'est que les archivistes, eh bien, ils évaluent, ils sélectionnent des archives, ils mettent en place toutes sortes de processus pour qu'elles soient préservées de manière pérenne, et ils mettent en place toutes sortes de processus pour que ces archives soient rendues accessibles, pour qu'elles puissent être exploitables, pour qu'elles puissent être utilisées, etc., etc. Donc traditionnellement, en fait, ce processus s'arrête là, c'est-à-dire que les archivistes font tout ce qu'ils peuvent pour préserver et mettre à disposition les archives. C'est une trajectoire documentaire qui semble assez simple comme ça, mais dans laquelle il manque un élément fondamental, c'est l'élément d'utilisation des archives. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois que nous, en tant qu'archivistes, on a donné accès à ces archives? Alors, traditionnellement, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui est fait avec nos archives. Hein. On a créé des outils de recherche, les gens les utilisent, c'est très bien comme ça. Ce que l'exploitation permet de prendre en charge, permet de penser, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qui est fait avec ces archives. Pourquoi est-ce que nos utilisateurs viennent consulter nos archives? Qu'est-ce qu'ils font avec? Et c'est véritablement ça l'exploitation, c'est s'intéresser à tous les usages et les usages potentiels des archives au sein des institutions. L'exploitation, c'est donc une prise en charge finalement des archives dans l'espace social de manière très large. C'est aussi un dispositif qui permet de réfléchir l'archivistique à partir des objets qu'elle permet de créer. On peut aussi dire que, et j'avais un troisième point qui m'échappe, j'ai un trou de mémoire, mais donc vous voyez, en fait, ça paraît assez simple, peut-être dit à des utilisateurs d'archives, comme probablement il y en a beaucoup d'entre vous dans le public, mais c'est quelque chose qui n'était pas forcément pris en charge par l'archivistique, c'est qu'est-ce qui est fait avec nos archives. Donc l'exploitation permet véritablement de penser ça. Ce que ça fait, c'est que ça crée une extériorité finalement, qui nous permet qui renvoie aux archivistes une image de leurs archives qui est très différente de de la manière dont eux envisagent, ou nous envisageons nos archives. C'est-à-dire qu'on va voir que, suivant les utilisations des archives, suivant l'exploitation, on va nous renvoyer une image d'archives, peut-être... les utilisateurs vont mettre en avant des valeurs des archives qui ne sont pas les mêmes que nos valeurs, etc. On pourrait même envisager de développer l'exploitation, même en dehors des archives officielles, c'est-à-dire ça nous permet de penser la mise en archive finalement de toutes sortes de traces qui ne sont pas officiellement considérées comme archives par les archivistes. Mais je vais laisser la parole aux utilisateurs. Dans le monde du cinéma expérimental, le premier mot que j'ai entendu était pellicule trouvée, ou en anglais found footage. Alors c'était quelque chose qu'on ne cherchait pas, qu'on a trouvé par hasard, et on voit quelque chose là-dedans, peut-être une réflexion de soi, et on fait un montage pour changer le document pour mieux refléter ma réalité, ou pour recadrer justement le matériel et aller plus loin pour le recontextualiser. Il y a même des collections, par exemple, de copies de films à San Francisco. Une collection de peut-être Craig Baldwin, qui ce n'est pas juste une réutilisation, mais on pensait que la production cinématographique reflète la grande erreur du XXe siècle, et une erreur qui faut être corrigée. Alors, les documents sont peu à peu détruits par leur reconfiguration, et par un montage graduel, il sort les copies, les données aux artistes, on prend les morceaux et on fait des nouveaux films, et c'est retourné. Alors, ça, c'est pas un archive. Peut-être c'est une collection en évolution.
Alors ça, c'est un bout radical, mais aussi dans mon pratique, il y a des exemples où j'ai juste... C'était plus la consultation d'un document, mais pour moi, plutôt, c'est le recadrage. Oui. Pour moi, c'est la réutilisation d'une archive existante, mais à partir de quand on dit que c'est une archive ou pas. Moi, j'ai plus de 50 ans, donc je peux dire que les archives, pour moi, c'est peut-être 10-20 ans. Les archives personnelles, les archives qui appartiennent aux médias, par exemple, j'avais eu une table ronde, on s'était parlé, et j'avais montré un film, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais tu utilises des archives personnelles ». Et en fait, ce n'était pas des archives personnelles, c'était des archives qui appartenaient à la Belgique, en fait, c'est-à-dire aux médias belges, le ligueur. Et donc, le gars, automatiquement, parce que peut-être je suis une personne de couleur, ou parce que peut-être je suis une pseudo-femme, ils vont me dire que j'utilise une archive personnelle. Alors que cette archive, j'ai précisément pris des photos qui étaient passées dans les journaux la journée, la semaine après mon arrivée en Belgique. Et donc, cette histoire qui est archivée par... je dirais, c'est une histoire de colonisation, parce que c'est la Belgique qui nous fait venir, au lieu de coloniser la Corée, ils ont fait venir 5000 Coréens adoptés. On est documenté, on est publicisé, et c'est cette idée-là que j'utilise comme archive pour utiliser mon propos dans mon film. Donc c'est quand même beaucoup plus profond que juste utiliser n'importe quelle archive. Alors oui, j'ai des archives personnelles, par exemple, il y aura un petit montage de mes films plus tard que je montrerai, des archives personnelles, c'est-à-dire la lettre de ma grand-mère biologique que j'ai retrouvée à l'hôtel de ville de ma ville natale pour l'utiliser pour une animation. Et donc ça, c'est des archives personnelles, mais qui ne m'appartiennent pas en fait. Donc c'est toujours des archives qui peuvent sembler personnelles pour les yeux du public, mais qui ne le sont pas vraiment. Et c'est là où je trouve que l'archive est importante. Par exemple, la voix de Malcolm X dans un de mes films, qui parle du fait qu'être asiatique et avoir un nom de blanc, ça ne peut pas se faire, alors qu'il y a plus de 220 000 Coréens adoptés qui ont des noms de blancs. Le propos, c'est parce que Malcolm X utilise le mot X pour ne pas être référé à la colonisation de ses maîtres. Nous, on a un mouvement en Corée du Sud de Coréens adoptés qui s'appelle O. O en Corée, c'est 0, évidemment. Et donc, c'est un nom coréen qui est reconnu aussi. Donc, j'utilise toujours des liens qui sont connus dans la culture populaire pour utiliser un propos, un discours pseudo-sociopolitique. C'est-à-dire, c'est pas juste pour faire beau, pour moi. Et ça, c'est très précis dans mon travail, où je dirais que mon travail est militantiste. Mais c'est pas, par exemple, pour le queer aussi. Par exemple, je connais quelqu'un Dana McLeod, ogive, qui utilise beaucoup d'archives gays pour utiliser son propos d'être gay, comment c'est utilisé dans la culture populaire. Il y a Solin Chon, qui est une artiste de Toronto, qui utilise des archives avec Maggie Chung pour parler de son asiatitude et de la représentation des Asiatiques dans le cinéma. Et donc, pour moi, c'est important d'utiliser des images existantes, mais où je m'arrête, c'est parce que je n'appartiens pas à une institution. Et de quel droit est-ce que je peux utiliser une image ou non? Si j'utilise par rapport à la réappropriation culturelle, par exemple pour Malcolm X, c'est parce qu'il y a une sorte de sensibilisation par rapport à la colonisation des corps que je mets en parallèle avec les Coréens adoptés ou les Asiatiques adoptés. Donc il y a une raison. Et par exemple, si j'utilise dans une autre vidéo les archives de la Corée du Sud et du Nord, c'est parce que je suis à moitié coréenne. Si j'utilise des trucs japonais, c'est parce que je suis à moitié japonaise. Il y a toujours un lien direct avec mon identité. Si j'utilise des images queer, c'est parce que je suis queer, non-binaire, parce que je suis non-binaire. Mais je ne vais pas utiliser, par exemple, et c'est là où je me pose la question, parce qu'avant, je ne me considérais pas québécoise pendant longtemps parce que je n'avais pas les papiers, mais maintenant que je suis citoyenne, est-ce que j'ai le droit d'utiliser des images, par exemple,
de la Cinémathèque québécoise. C'est quoi le cinéma québécois dans les yeux de quelqu'un qui est immigrant? On dit, par exemple, parce que je suis une personne de couleur, on va dire je suis immigrante, on ne va pas dire je suis une artiste internationale. Et ça, c'est la différence souvent avec les Français de France et les Européens qui sont blancs et les Européens qui sont d'origine autre. Mais c'est quoi autre aussi dans les yeux du public? Et c'est toujours cette définition-là qui me travaille et sur lequel je veux représenter mon travail audiovisuel, parce que je fais aussi de la peinture, je fais de la performance, ce qui est différent aussi. Mais donc, l'idée d'archives, comment est-ce que je peux les utiliser? Par exemple, j'ai cette idée d'utiliser dans le cinéma québécois la représentation des personnages asiatiques. Il y a Grognon qui crie « Oh, le chinois du haut du lac, là, je sais pas quoi ». Puis j'ai vu, par exemple, dans Les Tucs, il y a le petit Vietnamien, on dirait. Et puis dans Pure Laine, il y a cette adoptée chinoise. Et donc d'utiliser ça pour recréer une narration de ce qu'est la culture québécoise et comment on représente la diversité, ou comment eux s'approprient notre identité aussi. Mais eux, c'est nous aussi, finalement, parce que maintenant, je suis québécoise aussi. Donc, est-ce que j'ai le droit? Et c'est toujours cette idée d'avoir le droit ou pas d'utiliser. C'est pas pour salir l'image du Québec. C'est pas une idée de quand j'utilise c'est pour re-questionner quelque chose qui existe. Et donc, par exemple, je sais pas, avec Amandine Gay, elle, dans son film Une histoire à soi, elle utilise aussi les archives des parents adoptants, et elle va l'utiliser comme elle est adoptée à sa manière pour parler du propos de comment on est représenté en tant qu'adopté interraciaux. Donc c'est toujours dans cette idée, il y a toujours en fond de toile, il y a toujours cette idée de colonisation. Mais coloniser une image, quel discours est-ce qu'on émet par rapport à ça? Est-ce que ça a du sens? C'est passionnant. Mais ce que je comprends dans ton travail, Kimura, c'est surtout une question, c'est aller questionner l'archive. Oui, puis nous, en tant qu'institution, ou peu importe, c'est sûr que, étant donné qu'on essaie de rendre accessible ou qu'on essaie de confier nos archives à quelque chose d'autre, à justement un requestionnement ou une recontextualisation. Ça m'amène à me questionner sur, dans vos processus créatifs, comment est-ce que vient justement cette idée d'utiliser l'archive en elle-même? Est-ce que c'est une archive qui vient vous questionner vous-même, ou vous avez des questions, puis après ça, vous allez chercher des archives pour essayer d'y répondre? Comment, c'est ça, ce dialogue-là se fait dans vos démarches respectives? Comment se commence cette questionnement, justement? Oui. Est-ce que c'est ça, le questionnement vient de l'archive, ou c'est une question que vous allez poser aux archives pour réutiliser, pour réinterroger? Oui. Pour moi, la question, c'est une bonne question. Et le questionnement commence avec le matériel physique pour moi. À la Cinémathèque, ici, je suis responsable à le traitement des films. Alors, il y a un film, peut-être il n'y a pas une étiquette, ou peut-être c'est comme une boule de spaghetti dans une boîte. Et comme ça, il n'a pas encore ces catégories ou cette structure autour du document. Les termes associés à ce document. Alors, je l'ai appelé un document déstabilisé un peu. Et peut-être dans cette condition, quand j'ai une rencontre avec le document, c'est formidable, c'est un peu sans identité ou sans orientation. Et peut-être ça provoque aussi une réflexion à ce moment-là de penser qu'ils peuvent être, comment ils peuvent parler autrement. Et ensuite, peut-être je visionne un film et quelque chose qui marche pas, je ne comprends pas. Et à ce moment-là, je cherche la collaboration. Peut-être des amis, des experts, des amis qui sont des experts.
et pour repenser l'identité, les images qui sont dans le document. Alors, c'est 2 étapes. Première chose, avec le matériel dans mes mains, c'est un peu privilégié aussi d'avoir cette étape parce que je suis dans l'institution aussi à Concordia. Aussi, l'accès, je n'ai pas un engin de recherche, j'ai tout le tableau des fois. Avec les données, je peux les chercher plus fluidement, plus au hasard peut-être, pour trouver. Et la deuxième étape, quand je veux approfondir cette recherche, c'est une recherche plus formelle. J'ai la question déjà en tête, le bout de mon recherche, et alors je consulte l'archive dans une manière plus traditionnelle après ça. Pour moi, c'est comme quand on se pose la question du pop art et quand Andy Warhol utilise Marilyn ou les accidents, les trucs comme ça. Il n'a pas demandé au gars est-ce que je peux utiliser cette photo. Il l'a pris d'un magazine, il l'a agrandi, il l'a sérigraphié et puis il s'en fait plein d'argent, mais c'est dans ce but de faire plein d'argent. Moi, quand je fais mes vidéos, c'est pas pour faire plein d'argent, c'est juste pour mon propos militantiste et un peu artistique quand même, je dirais. Mais donc, quand j'utilise par exemple, j'utilise la chanson 1er juillet de Brigitte Fontaine. Donc, j'utilise ce texte-là, et puis c'est une archive en soi, parce que c'est une vieille chanson, enfin un vieux texte, et puis je la réactualise de façon à ce que c'est adapté à la situation, par exemple, des Coréens adoptés, avec les phrases qu'elle a utilisées, mais en changeant certains mots. Puis j'utilise sur une animation que je crée, et ensemble, une performance, et ensemble, ça fait un texte, et ça fait une vidéo. Mais cette vidéo-là, je ne vais pas penser à la faire pour que ce soit bankable, pour que ça aille dans des festivals ou quoi que ce soit. Oui, c'est passé dans des festivals grâce au GIV, et donc c'est de pouvoir aussi s'associer à des distributeurs qui acceptent des films à petit budget parce que ça m'a coûté $0. De faire ça parce que c'est moi qui ai écrit le texte, c'est moi qui ai fait l'animation, c'est moi qui ai retravaillé les images, qui ai mis ma caméra devant. C'est pas super bonne qualité, mais les gens comprennent ce que j'ai voulu dire. Et donc ça dépend, on m'a dit toujours tu fais du petit cinéma, indépendant, etc. Mais à force d'en faire depuis 30 ans, ben, j'en fais quand même. À la fin, c'est la persistance d'en faire, de prouver que finalement j'ai un body of work. Mais donc tout ça, c'est utiliser ces archives-là, c'est important pour moi parce que c'est la culture populaire et les gens adhèrent à mon texte parce qu'il y en a qui sont quand même francophones et qui comprennent la structure de ce texte-là sans qu'on leur dise directement. Et donc c'est toutes des portes d'entrée pour faciliter l'accès à mon travail à différents niveaux, donc audio, image et montage. Donc voilà, en gros c'est ça. Est-ce que ça explique La question, c'est surtout le point de départ. Est-ce que tu prends pour point de départ souvent l'archive ou l'idée? Okay. Par exemple, j'avais fait pendant le Covid You Do You, c'était lancé par une artiste queer. Est-ce que parce que c'est deux artistes queer qui commissariaient ce programme sur Zoom, est-ce que je dois faire quelque chose de queer parce que je suis queer aussi, mais elle le proposait à tout le monde. Donc j'ai fait un truc, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de racisme, c'était évident, donc je me suis, avec l'idée du masque, c'était clair que j'allais utiliser le masque, j'ai utilisé le papier de riz pour faire les rouleaux de printemps, pour me mettre sur la face comme un masque blanc, mais en même temps j'avais cette performance d'une minute à faire. Mais qu'est-ce que je mettais dans le son pour que ça transporte cette performance? J'ai googlé racisme asiatique. Et puis il y a plein de choses qui sont passées sur YouTube. Et puis il y avait une vidéo de Lina qui parlait du racisme en France en 1968 ou je sais pas, dans ces années-là. J'ai retiré la phrase et j'ai regardé seulement ce que le Vietnamien disait. La personne vietnamienne disait, et j'ai recomposé pour le mettre sur la vidéo. Donc ça, c'est des choses, je me suis dit, j'ai besoin d'un élément plus fort que juste ma performance pour transporter, je dirais. Donc c'est pour ça que l'audio est super importante aussi. Mais parfois, c'est le son qui vient d'abord, et puis c'est l'image qui vient. Ouais. Donc ça dépend vraiment sur quoi je tombe.
mais j'ai toujours une banque d'images, une banque d'archives en fait. Par exemple, pour le film Who Are You, ben, j'ai demandé à 100 Coréens, parce que 100 ça veut dire blanc en coréen, donc c'est la blanchitude, c'est de leur demander leurs photos d'adoption que leurs parents ont reçues d'eux pour qu'ils soient choisis pour être adoptés par des blancs. Donc c'est 100 Coréens blancs. Évidemment, pour moi, j'avais le matériel des archives de chaque adopté avec leur accord, mais derrière, si c'était juste ça, avec un peu de musique coréenne, un peu cheesy, ça ne marcherait pas. Donc j'ai cherché, et puis je me suis dit, ben, Malcolm X, en fait, en écoutant ses discours, quand je suis tombée sur ça par hasard, mais en faisant mes devoirs aussi, je me dis, c'est parfait pour ce genre de vidéo. Donc c'est ça vient, c'est pas comme tout est prévu avant, et comme je n'appartiens à aucune institution, donc ni à l'UQAM, ni à aucune université, je n'ai de compte à rendre à personne, je ne vais pas faire de dommages à quelqu'un en disant « Ah, mais c'est mon élève qui a fait ça, donc c'est pas correct, etc. » Donc je suis vraiment indépendante, et donc j'ai cette liberté-là, mais c'est au prix de ne pas avoir des gros budgets aussi. C'est intéressant que tu parles de liberté parce que ça m'amène à rebondir. Est-ce que justement le fait de travailler avec des institutions ou de collaborer peut couper la liberté ou est-ce que ça peut parfois aider, admettons, une résidence de recherche avec quelqu'un qui va venir aider à trouver des choses ou des choses? Est-ce que ça peut justement aider à nourrir sans avoir une espèce de contrainte ou nécessairement on va avoir des contraintes en travaillant avec des institutions? Je pose la question à vous tous. Anaëlle, je ne sais pas si tu as des exemples un peu de projets peut-être qui auraient pu être nourris par cette collaboration-là avec des institutions ou des choses. Puis après ça, peut-être voir... Bonne question. Personnellement, non. Puis moi, je suis du côté de l'université, donc ni l'institution, ni le champ artistique pleinement. Je pense, par contre, parce qu'on parle de Simon côté La Pointe, je pense à son projet Archivoscope, qui était quand même assez intéressant. Donc, Simon avait pour but d'interroger le plus d'institutions québécoises qui ont des archives audiovisuelles, donc des institutions, pour leur demander du matériel libre de droit. Je pense que son impulsion, c'était de demander seulement du matériel libre de droit audiovisuel, donc peu importe le thème, peu importe, il voulait des vidéos finalement. Et ce qu'il voulait faire, c'était une série de vidéos de réemploi dans lesquelles il allait animer ses archives. Et ça a été véritablement, il pourra vous en parler mieux que moi s'il était là, mais c'était véritablement un travail complexe puisque justement les institutions ont, et c'est pas pour les blâmer, mais on en a parlé tantôt, ont des problèmes de savoir quels sont les droits qui accompagnent ces archives. Et donc souvent, par des mesures de grande prudence, les archives préféraient dire on peut pas vous donner ces choses-là parce qu'on sait pas vraiment quels droits vont avec ces archives. Et donc finalement il s'est retrouvé avec un corpus de films à réemployer parce que son but c'était vraiment de faire n'importe quoi avec, de les découper, enfin il les numérisait puis après il les découpait, il les remettait ensemble, il les animait, il mettait de la musique, et donc il s'est retrouvé finalement avec un corpus vraiment très petit de films puisque les institutions étaient très prudentes et ne voulaient pas forcément lui donner des films parce qu'en plus il ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire avec, il n'était pas non plus extrêmement explicite sur son projet, il disait je veux faire ce que je veux avec, pour faire ce que je veux avec. Et donc et voilà, il raconte tout ce processus dans un de nos cahiers de recherche justement, et à la fin il a réussi à faire quand même une série de vidéos musique, il appelle ça, ça s'appelle Archivoscope, c'est disponible sur son site web et c'est tout à fait intéressant, mais le parcours qu'il a amené à faire ça est vraiment intéressant et il montre vraiment les freins de tous les côtés, donc peut-être des demandes pas claires de la demande de Simon des utilisateurs, mais aussi un niveau de prudence et de caution de la part des institutions qui est parfois un peu élevé aussi, et donc le dialogue ne se passe pas forcément facilement. Je ne sais pas si vous avez... En plus, il disait, est-ce que vous pouvez nous proposer des archives intéressantes? C'est quoi intéressant pour qui? Donc c'était ça qui, pour moi, était vraiment la question. Chaque institution va mettre de l'avant une sorte... qu'est-ce que l'intérêt pour qui? Pourquoi? Je pense que c'était un peu une provocation de sa part pour justement inciter à qu'est-ce que vous avez de bon dans vos archives, puis qu'est-ce que je peux réutiliser. Ouais, exact. Oui, pour mon dernier projet, Holiday Native Land, qui était performé à l'Université Concordia, ça a commencé, le projet a commencé là. Alors,
parler de la relation entre cette pratique, ce projet et l'institution Concordia. Il a un contexte juridique différent qu'ici, parce que c'est une université. Alors pour les droits, pour utiliser, ils sont beaucoup plus flexibles. Si on montre une image dans le contexte de l'éducation, c'est permis, comme ça. L'institution, l'Université Concordia aussi a, je trouve que ça m'a mis en contact avec, oui, un groupe assez spécifique des chercheurs, des profs, mais j'avais un contact direct avec les profs dans la médiathèque, qui est différent qu'ici, à la cinémathèque. Ici, à la cinémathèque, je travaille avec les films à l'entreposage, le centre de conservation à Boucherville. C'est loin, c'est très loin des chercheurs. Pour un chercheur de venir voir, il faut pas une réservation, mais il faut prendre rendez-vous et on l'accueille et ça passe. Mais c'est différent quand Concordia, j'ai mon banc de travail et il y a le prof des études de sexualité, le prof de films autochtones, le prof, tous les gens qui engagent avec des idées très politiques et je peux les amener. Regarde ce que j'ai devant moi aujourd'hui et on peut interroger le document ensemble aussi qui peuvent influencer ma façon de le décrire dans la base de données, qui est important pour la recherche qui se fasse après. Ensuite, alors c'était avec ce prof, Nicolas Renaud, que nous avons commencé le projet Holiday Native Land à partir des films de la collection Concordia, mais on voulait agrandir le champ, les documents. Alors, nous avons fait des recherches aux Archives Canada et nous avons visionné comme 130 films là-bas et ensuite alors l'accès était assez simple, la recherche aussi. Et pour les utiliser dans notre performance, on a demandé les droits au CP Rail. Et pour l'ONF, nous avons demandé les droits et nous étions très clairs que c'est pour questionner leur contexte original de cette représentation de le Canada et les peuples autochtones. Et l'ONF, à ce point-là, ne pouvait pas refuser. Alors, c'est comme ça. Si je peux répondre, Kimara, quand je vois, tu cherches l'information, l'image de toi dans les archives, et les relations d'une base de données ou d'une archive, c'est mon impression que c'est un levier pour le militantisme. Oui. Et pour moi, ça c'est très intéressant aussi. Oui. J'aurais une question justement liée avec ce que vous venez de dire, qui est plus sur les enjeux éthiques. Kimura, t'en as beaucoup parlé. Mais quand même, tu parlais de ce film, spécifiquement oui. Brian, qui pose aussi des enjeux aussi de collaboration, certes, mais aussi de réception. Et puis je veux savoir un peu, quand vous réutilisez des archives, certes, tu disais, Kimura, que tu étais une artiste indépendante, que tu n'avais pas forcément à faire avec des institutions, mais il y a quand même le côté réception du public. Comment s'est reçu justement ce remontage d'archives, quelle réaction vous avez justement des personnes qui regardent vos films. Puis peut-être Anaëlle,
Je sais que tu as travaillé beaucoup sur des corpus de films aussi de réemploi chez des artistes. Comment se sont posées ces questions éthiques dans les corpus que toi que tu as travaillé dans ta thèse? Moi, je crédite toujours mes sources, ça c'est clair. Moi, je me dis que si c'est sur YouTube, c'est normalement gratuit. Et si j'utilise au moins de, je ne sais pas combien de minutes, je peux utiliser. Par exemple, j'ai utilisé le Boléro de Ravel juste un jour après que c'était mis hors de droit. Donc, j'ai sauté sur l'occasion parce que pour moi, ça me rappelait quand j'ai dansé pour Béjart. Donc, Béjart, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un danseur en Belgique. J'ai eu la chance de danser pour lui et c'était une référence à ça. Mais évidemment, il fallait que j'attende. Mais je ne savais pas. Et c'est vraiment un hasard que j'ai entendu à la radio. Maintenant, vous pouvez utiliser, etc. Donc, je ne sais pas combien de temps, si maintenant je ne peux plus. Mais ça a servi de soutien à un film qui s'appelle Home Away Home. Je ne connais même plus mon titre. Où il y a juste mon chat. Et puis les gens, quand ils ont vu ce film-là, ils m'ont dit, parce que c'était un hors-champ, et c'était ma fenêtre, et puis il y avait un photographe qui faisait des photos devant ma fenêtre qui était un miroir, et il ne savait pas que je le voyais, mais j'ai donc filmé mon chat qui était en arrière-plan. Il y avait cet homme photographe qui, avec une mannequin super sexy, etc. Mon chat n'en a rien à faire. Mais donc, et puis les gens m'ont dit, mais est-ce que tu as demandé le droit à ce photographe? Et moi je lui ai dit, j'aurais répondu, est-ce qu'il a demandé le droit d'utiliser ma fenêtre? Et donc c'était toujours cette idée de, pourquoi est-ce que moi j'ai pas le droit de le faire et que l'autre a le droit de faire des choses, alors si c'est donnant. Et c'est toujours cette idée d'autorité. Par exemple, j'avais une amie que je vais pas nommer, quand j'ai utilisé une archive, elle m'a dit, est-ce que tu as le droit d'utiliser ça, alors qu'elle utilise plein d'archives ex dans les swimming pools, etc. Et moi, je n'ai pas demandé cette question-là. Est-ce qu'elle a demandé le droit à la télé d'utiliser ces images-là? Mais pour moi, elle me demande ça. Alors, c'est quel genre de position? Qui demande à qui a le droit? C'est toujours... voilà. Donc, pour nommer ça, et c'est souvent des Occidentaux qui me demandent si j'ai le droit. Et moi, je repose souvent la question, je retourne la question, est-ce que les gens avaient le droit de prendre ma photo sans me demander mon consentement et le publier dans les journaux? Donc c'est toujours cette idée-là. Donc si on sait répondre, ben, ça coupe assez vite la conversation et on sait où on se positionne. C'est une bonne question. Il y a beaucoup de ces questions qui se posent pour nous aussi au niveau éthique, puis ça déborde toujours entre l'éthique, le juridique, le réglementaire. Les frontières sont un peu floues. Dans les corpus de films avec lesquels j'ai travaillé plus spécifiquement dans mon travail de recherche, c'était beaucoup de cinéastes qui travaillent avec des archives quand même relativement anciennes ou des archives personnelles. Donc tout ce qui est question, je veux dire, quelque part qui évite, c'est pas vraiment le bon terme, mais qui n'affronte pas de manière directe peut-être des questions éthiques un peu plus sensibles. Après, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Donc dès qu'on interroge des archives, c'est tout ça qui ressort. C'est est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Ça me fait penser à des questions plus générales d'accessibilité, donc quand on donne accès à nos collections, parce que maintenant on veut tout numériser, tout mettre sur le web, ce qui est super, et puis je suis très partisane du fait qu'on partage le plus possible, mais c'est toujours la même question, c'est est-ce qu'on doit le faire? Qu'est-ce qu'on fait de nos films, de nos images, de nos documents les plus sensibles? Est-ce qu'on peut les réutiliser comme on veut? Et en même temps, est-ce que le rôle de l'archiviste est de déterminer ça aussi? C'est ça la question. Je ne pense pas que l'archiviste est le seul à avoir la parole dans ces conditions-là. Je sais que dans des plus grandes institutions d'archives qui ont le temps, les moyens, qui peuvent penser ces questions de manière un peu plus comment dire, institutionnelle, un peu plus holistique, il y a des consultations entre, par exemple, s'ils ont des archives autochtones, entre les communautés autochtones concernées par les archives, les archivistes, et des autorités. Donc en général, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces archives, est-ce qu'on peut les utiliser, est-ce qu'on peut les diffuser, est-ce qu'on va les numériser, donc c'est véritablement mettre le doigt sur quelque chose. Puis il y a énormément de questions qui se posent, et je pense que ça répond pas à la question, mais c'est sur ça que je vais terminer, que toutes ces questions doivent se faire en dialogue avec tous les acteurs concernés, pas seulement avec
l'autorité de l'archiviste ou l'autorité de la personne qui prend la photo, comme tu dis très bien, c'est je prends la photo, mais il prend une photo, puis il y a mon chat au milieu, puis je veux dire, je pense qu'il y a vraiment véritablement un dialogue à construire, en tout cas entre les différentes entités que ces images concernent. Je m'excuse pour mon cellulaire qui continue à sonner. Un projet, je vais montrer un extrait après, pendant la séance, a commencé à partir d'un film que j'ai trouvé, une coproduction ONF avec un hôpital mental à Montréal, qui montrait, afin de montrer des symptômes des patients pour éduquer, former des autres médecins. Ils ont provoqué les symptômes chez des patients d'une manière qui n'est pas éthique, je trouve. Alors, mais j'étais en train de collaborer avec mon ami qui vit maintenant très bien avec un diagnostic de maladie mentale. On veut réfléchir sur ce sujet. Alors, il y avait la question et la question légale, la question morale. Mais franchement, comme artiste, à ce moment-là, si l'ONF m'a dit tu ne peux pas utiliser ce film, mais moi j'ai quelque chose d'important à dire, je vais l'utiliser. Mais dans ce cas-là, c'était plutôt la question morale. Nous étions incapables de nous assurer que ce personne, s'il était encore vivant, serait d'accord avec nous de montrer cette image. Et c'était l'image de son souffrance. Et quand même le film était le point de départ pour une autre forme de représentation. À la fin de compte, mon ami a interprété les personnages dans ce film et j'ai filmé ça. Et au lieu d'être quelque chose de transgressif, de montrer cette image qu'il ne fallait pas montrer, juste pour avoir le pouvoir de « oh, j'ai trouvé ça et je peux le montrer », c'était quelque chose de positif pour lui, de cathartique, de performer ça. Alors ça, pour moi, c'était une autre stratégie. Mais ce n'était pas la réutilisation. Je trouve que c'est la recherche. C'est devenu une recherche. Et pour Holiday Native Land, oui, la performance mardi, il y avait des réactions plus critiques. Moi, comme occidental, j'ai essayé de faire mon mieux. Je travaille avec Nicolas, qui est québécois, aussi fait partie de la nation Huron-Wendat. Pour ne pas dire qu'il représente tous les autochtones au Canada, ce n'est pas ça, mais c'est un point de vue informé, et il n'était pas le seul avec qui nous avons consulté pour utiliser ces images. Alors, mais je trouve que cette réflexion était importante pour nous. Merci. Moi, ça me fait penser au film de Tirza Köthen, où elle parle de sa maladie mentale et elle utilise des archives d'un film des années 30 ou je ne sais pas quoi. Mais donc, je me dis, est-ce que c'est utile d'utiliser cette image-là, cette archive-là, ou est-ce que vous pouvez, comme Sarah Paulet, créer des archives, des fausses archives? Où est la limite où on peut faire semblant que c'est une archive quand ça ne l'est pas, comme Sarah Paulet dans son film, son film familial. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et après, on se rend compte que c'est des acteurs, mais ça fait comme filmer des archives.
et où est le propos ou l'importance que ce soit vraiment ce film-là. Et c'est ça. Mais comme Tirza, je pense qu'elle l'a fait vraiment. Enfin, elle l'a fait vraiment intelligemment. Elle a utilisé des films populaires. Donc ça va pas endommager la personne qui a été filmée. Donc il y a aussi d'autres façons peut-être de penser recréer une archive aussi. C'est vraiment intéressant, mais le temps file. Je me sens vraiment mal d'avoir à terminer le panel parce que je pourrais continuer pendant 2 heures à vous écouter. Mais on va ouvrir aux questions, comme il reste une dizaine de minutes. Donc, je ne sais pas si des gens aimeraient questionner nos intervenants et intervenantes. Non, personne? Personne n'a été titillé par tout ce qu'on a entendu aujourd'hui? Des questions spécifiques, particulières? Comblé. Ah, j'aime ça. C'est beau. Oui, ben, c'est génial. Juste après la prochaine présentation, on va présenter des films de Brian Ikimura, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, restez avec nous après la prochaine présentation pour voir un peu du travail de Brian Ikimura. Donc, merci énormément à nos intervenants. C'était très apprécié. Donc, on va...